Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle émission des jeux du mois. Donc l'émission où je reviens sur 3 jeux marquants ou intéressants en tout cas du joué durant le mois dernier. Et où on prend un peu plus le temps de développer par rapport à mes anciens formats. Et parce qu'en fait je joue à beaucoup de jeux en fait durant le mois, ça peut être en virtuel, en physique, en solo, en multi. Il y a tout style de jeu, beaucoup de jeux de cartes forcément. Mais y a d'autres jeux, il y a aussi du jeu familial, il y a du jeu expert, il y a du jeu de figurines, enfin il y a vraiment pour tous les styles. Mais vraiment là je veux m'attarder sur 3 jeux qui m'ont vraiment plu. Donc là pour cette itération, on parlera de Hit, le jeu de course là qu'on voit directement à l'écran sur ma vidéo. On abordera G.I. Joe Deck Building, un jeu pareil qui m'est cher et dont je parle depuis des années maintenant. Et enfin on finira avec Baseball Highlights. Voilà donc pour la sélection, la petite trilogie du mois. Donc on va commencer avec Hit, le jeu de course automobile du coup qui reprend la Formule 1 des années 60. Donc c'est un jeu sorti en 2022. Attendez, en même temps que je parle, je vais laisser défiler finalement les images sans le son. Voilà, comme ça on peut voir en même temps les éléments de jeu. Donc on disait Hit sorti en 2022, édité chez Days of Wonder et localisé en français par... bah non, c'est sorti directement chez Days of Wonder pour nous. Non, je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Donc les auteurs sont Asger Harding Granrud et Daniel Skolj Pedersen, les mêmes auteurs que Flamme Rouge notamment. On y reviendra. C'est superbement illustré par Vincent Dutré, donc ça c'est mon point de vue perso. Le jeu est disponible sur BGA avec sa première extension. Première extension qui est Heavy Rain. Et là, en vidéo, là vous avez Tunnel Vision qui est la deuxième extension. Alors, Hit nous place dans le siège de pilote des courses automobiles des années 60. Il peut se jouer de 1 à 6 joueurs, et même plus avec les extensions. Après, je ne sais pas si c'est pertinent. Une partie dure environ 1 heure. Le but est de franchir la ligne d'arrivée le plus rapidement possible, afin de marquer le plus de points possible. Le jeu peut se jouer en simple course ou en championnat de plusieurs courses enchaînées, où le score se cumule d'une partie à l'autre. Donc moi je trouve ça quand même plus intéressant, personnellement. Oui, il faut un peu plus de temps. Le jeu comprend des mécaniques de gestion de main et de prise de risque. C'est selon moi une version 2.0 de Flamme Rouge, plus nerveuse, plus dynamique, plus rapide et tendue. Parce que j'avais déjà joué à Flamme Rouge par le passé, et même si c'était intéressant, j'ai pris beaucoup moins de plaisir qu'avec ce Hit. Hop. Voilà. Attendez, on va un peu avancer là. Voilà, comme ça on est sur la course. Alors, en plus des joueurs humains, nous pouvons compléter la course avec des bots. Donc ça c'est pas mal je trouve comme feature, comme petit ajout. Ce qui permet de s'amuser même en solo. Parce que moi j'ai pratiqué beaucoup en solo. Et maintenant je joue aussi beaucoup sur BGA. Je fais beaucoup de tournois de Hit et j'essaye de monter un peu dans les classements, tout ça, j'adore. C'est super. En tout cas, c'est à ma connaissance l'un des rares jeux de course jouables en solo. Je connais aussi Rallyman Dirt dans le même genre et avec un mode solo, mais il s'agit de battre un chrono. D'ailleurs, j'ai essayé sur BGA Rallyman Dirt, ouais. Non, Rallyman GT, pardon. C'est Rallyman GT, moi, que j'ai essayé, c'est pas le même Dirt. Alors, c'était sympa, mais je préfère quand même la mécanique de Hit. Donc, en tout cas, dans Rallyman, que ce soit Dirt ou GT, il n'y a pas d'adversaire physique qui nous challenge directement sur le circuit. Sinon, dans le même genre, vous avez Formula D, qui comme son nom l'indique se joue avec des dés, tandis que Hit utilise des cartes. Donc ma préférence ira à ce dernier, parce que moi j'adore les cartes. Donc comme je le disais en introduction, ce jeu est une sorte de suite de Flamme Rouge, une espèce de continuité dans la mécanique. Flamme Rouge propose des courses cyclistes avec une gestion de cartes et de la fatigue qui s'installe au fur et à mesure de la course. Chaque joueur gère deux cyclistes, chacun ayant son propre deck. Ici la mécanique et les manipulations ont été simplifiées, car nous ne contrôlons qu'une voiture avec un seul paquet de cartes. La fatigue a été remplacée par le système de cartes Hit, donc les cartes chaleur finalement. Ça représente un peu notre moteur qui s'emballe. Ces cartes nous permettent de gérer l'état de notre voiture, d'accélérer et freiner fortement, de prendre les virages comme des tarés. La gestion des cartes Hit est au cœur du jeu. Nous consommons ces cartes en poussant notre bolide à fond, mais nous devons faire attention à ne pas tomber à court de cartes Hit, au risque de partir en tête à queue et perdre un temps considérable. Voilà, c'est là tout le côté prise de risque. Pour refroidir notre moteur, nous devons lever le pied et gérer au mieux les rapports de vitesse. En effet, un rapport bas permet de faire refroidir son moteur et remettre des cartes Hit de sa main dans son moteur. Donc il y a une petite mécanique là-dessus, un petit cycle à essayer d'avoir, une petite gymnastique dans sa gestion.
Ce petit mécanisme renforce l'immersion et permet de ressentir la vitesse lorsqu'on est au rapport maximum et que nous pouvons jouer le maximum de cartes. En effet, le rapport de vitesse nous indique combien de cartes nous pouvons jouer chaque tour et est établi au début d'un tour de jeu. Il y a peu finalement... Voilà, qu'est-ce que j'ai marqué là? J'ai marqué 2 fois la même chose. Il y a finalement peu d'aléatoires dans le jeu, hormis celui de la pioche. Les cartes stress viennent pimenter le jeu néanmoins et obligent parfois les joueurs à prendre des risques, puisque les cartes stress nous font jouer des cartes de façon aléatoire. De plus, les cartes stress ne peuvent pas être défaussées en fin de tour. Donc là c'est pareil, ça peut nous bloquer une main, donc attention avec les cartes stress, ça peut être assez pénible. Donc c'est surtout dangereux d'utiliser ces cartes dans les virages, mais si on les conserve, cela diminue notre taille de main et réduit nos possibilités de déplacement. Donc on est un peu en galère et pareil, je trouve que ça reproduit bien le stress, quoi. On conduit de moins en moins bien, on a moins de réflexes, on est un peu plus stressé justement. Donc on perd un peu ses moyens. En plus des cartes vitesse, nous pouvons toujours booster, c'est-à-dire utiliser une carte hit de notre moteur pour piocher une carte déplacement supplémentaire aléatoire. Donc ça permet toujours d'aller un peu plus vite, quoi. Comme dans Flamme Rouge, les coureurs pourront bénéficier de l'aspiration des autres véhicules et gagner quelques cases supplémentaires s'ils remplissent les conditions. Donc il faut essayer de coller au peloton en fait finalement de voiture pour essayer de bénéficier de la précieuse aspiration. Pour les retardataires, il existe un mécanisme de catch-up, l'adrénaline, qui permet d'augmenter son déplacement d'une case et de refroidir son moteur, peu importe le rapport de vitesse utilisé. Donc ça c'est bien pour ceux qui se sont foirés, ceux qui sont un peu à la traîne. On a quand même des petits bonus. Donc tout n'est pas perdu. J'ai déjà fait des remontées spectaculaires ou vu des remontées spectaculaires. Donc ça c'est assez pas mal, c'est assez sympa pardon. Le but du jeu est donc de rouler le plus vite possible tout en gérant son véhicule et de franchir la ligne d'arrivée avant les autres concurrents. Donc il y a un gros aspect arcade en fait dans ce jeu, c'est vraiment pas réaliste. Contrairement justement à tout à l'heure on parlait de Rallyman GT qui est plus réaliste quand même là-dessus sur la gestion de la vitesse et tout. Là-dessus là on est vraiment plus sur un jeu style arcade. Faut vraiment c'est moins prise de tête on va dire, plus fun. Moi ma préférence va là-dessus. Le renouvellement du jeu se fait par rapport au circuit, aux tuiles météo, aux jetons modificateurs de virage et aux cartes ateliers qui permettent d'améliorer notre deck et notre voiture donc avec des cartes supérieures par rapport aux cartes basiques, des cartes améliorées quoi. Le jeu propose également un mode championnat jouable avec des bots ou entre joueurs seulement. Chaque circuit représente un pays, le jeu de base en propose 4. La plupart se bouclent en 2 tours complets, seule l'Italie plus petit impose 3 tours de piste complets. Donc il faut faire attention quand même, des fois ça peut être un peu une course d'endurance entre guillemets, même si c'est que 2 tours, il faut quand même bien gérer son véhicule, parce qu'on peut faire le fou sur le premier tour et complètement se chier sur le deuxième et malheureusement galérer ensuite à se rattraper, donc attention là-dessus. Il y a quand même une gestion assez fine à avoir. Et il y a une bonne courbe d'apprentissage, parce que là à force de jouer sur BGA pardon, avec des mecs calés, j'ai encore appris des trucs et ouais, j'ai quand même augmenté mon niveau de jeu, donc c'est génial là-dessus. Ça donne envie de continuer à jouer justement. Et on se dit voilà, c'est pas que soumis à l'aléatoire, puisqu'il y a des mecs qui sont vraiment très très forts et bizarrement quand ils sont forts, ils sont tout le temps forts quoi. Ils vont pas se chier dessus une course sur 2, non, ça marche pas comme ça. Le jeu a déjà 2 extensions de sortie et rencontre un fort succès chez les joueurs. Il est actuellement classé 41ème sur le top 100 BGG pour ce que ça vaut, hein. En tout cas il a dépassé son grand frère Flamme Rouge. D'autres extensions sont déjà en projet. Chaque extension ajoute des circuits, des cartes sponsors, des cartes ateliers, des cartes championnat et une nouvelle voiture, une nouvelle couleur. Et donc jouable soit par un humain, soit par un bot, mais je crois qu'ils n'ont pas mis les cartes pour les bots. Donc pour l'instant c'est pas vraiment trop implémenté. En tout cas, il existe une multitude de circuits fan-made sur BGG, avec moyen de les imprimer sur plusieurs feuilles. Il y en a qui ont fait des tutos, tout ça. Car même en A3, c'est trop petit. Moi, j'avais essayé de les imprimer en A3 et pour avoir des circuits supplémentaires, parce qu'il y en a vraiment d'excellente qualité. Pareil, bien illustré, tout ça. Mais c'est dur de... Ouais, ou alors il faut imprimer en... Je crois que ça fait 8 feuilles de format A4 pour faire un circuit. Donc c'est assez énorme. En tout cas, il y a moyen de les imprimer, de les plastifier. J'avais vu un gars, il a fait ça. Et après, il repliait les feuilles sur elles-mêmes. Et au moment de déplier son jeu, de son plateau, il déballait toutes les feuilles, quoi. Donc il y a un peu de manipulation à faire. Donc à voir si ça sera un jour adapté, je sais pas. Mais il y a des super trucs qui existent, en tout cas en fan-made. Du coup, en jeu similaire, moi je pourrais vous conseiller Flamme Rouge, forcément, des mêmes auteurs. C'est un peu moins nerveux, c'est
Voilà, il y a d'autres avantages. Moi, je connais pas par contre Flamme Rouge en solo et je connais pas avec le mode championnat. Je connais que le jeu de base. Donc peut-être que là aussi, il s'enrichit beaucoup avec tout ça. Donc je serais curieux d'essayer. Avec une mécanique similaire en familial. Moi j'adore Sonic Super Team. Donc jeu de course avec gestion de main de cartes. Sonic Super Team il est très très cool franchement. D'ailleurs j'en avais fait une vidéo avec... c'était avec mon fils, ouais. C'était une des rares parties multi que j'avais fait sur la chaîne, que j'ai proposé. Et donc même si on n'est pas amateur de Sonic, de la licence, franchement le jeu il est super fun quoi. On passe vraiment un bon moment. Pour garder la thématique de course automobile, on peut essayer, il y a les Rallyman, donc tout à l'heure je parlais de Dirt, il y a Rallyman GT. C'est pas exactement les mêmes, mais je suis pas assez calé pour vous dire quelles sont les différences. Je crois que Rallyman GT c'est sur piste, c'est des courses sur piste, et Rallyman Dirt ça doit être... c'est plus dans la nature, dans des trucs comme ça, je sais pas. Ça doit être un truc comme ça, j'imagine. Et on a Formula D, donc, que j'ai déjà évoqué, donc pareil, qui est un bon jeu aussi de Formule 1, plus réaliste par contre, parce qu'il y avait les impacts, on pouvait détruire sa voiture petit à petit, il y avait les collisions. Mais là ça se joue par contre avec des dés, donc moi je suis moins fan, même si on a passé un bon moment à jouer. Je préfère clairement Hit. Donc voilà pour le premier jeu. On va pouvoir passer à G.I. Joe. Alors, nous allons passer à G.I. Joe Deck Building Game. Hop, voilà, là je fais défiler ma vidéo. Voilà. Alors, G.I. Joe, c'est un jeu de deck building coopératif, sorti en 2021, édité chez Renegade Game Studio. Le jeu n'existe qu'en VO en anglais. L'auteur est ici Petit 3. C'est un peu chelou. Il a travaillé sur Le Secret de mon père et sur d'autres petits jeux méconnus. Il participe également à l'élaboration d'extensions sur le jeu G.I. Joe Mission Critical. Le jeu est illustré par Robert Atkins, un dessinateur de comics, notamment du G.I. Joe, il a fait du Spider-Man, etc. Donc voilà pour la petite intro. Donc le jeu reprend la fameuse licence de G.I. Joe, qui est une série de figurines articulées en plastique créée en 1964, produite par Hasbro sur le thème de l'armée. Pour vendre plus de jouets, ils créeront plus tard une série animée, des comics, des jeux vidéo, des films. Voilà, donc c'est quand même une grande licence G.I. Joe. Peut-être pas chez nous en France, mais aux États-Unis c'est assez ouf. Donc c'est ce que je disais, c'est une franchise connue mondialement, particulièrement aux États-Unis. Les figurines. Attendez, je baisse mon texte. Hop. Les figurines G.I. Joe, à l'instar de Big Jim, leur homologue créé par le concurrent Mattel, furent les premières figurines articulées pour garçons. Ce fut en quelque sorte la réponse aux Barbie utilisées par les filles à l'époque. Hop. La licence culte... Attendez, je dois bouger l'autre ordi, voilà. Désolé pour les bruits parasites. Hop, voilà, ça c'est bon. La licence culte aujourd'hui oppose Duke et son équipe d'élite, les G.I. Joe, des soldats super entraînés bénéficiant d'une technologie de pointe, à l'organisation Cobra, groupe de terroristes dirigé par Cobra Commander. Les deux clans vont s'affronter dans le monde entier, comme en témoigne la superbe pochette du jeu. Ouais, donc par contre, si je dis ça, il faut que je la montre, la pochette. On va aller là. On va trouver G.I. Joe. Attendez, il doit être là. Et ouais, je suis obligé d'illustrer. Ah, voilà, elle est là. En plus grand, voilà. Ah, j'adore moi cette pochette. Le grand méchant au milieu, les véhicules de partout, les vilains, les gentils, voilà, tout est dit, les armes, les machins. TC Petit 3, auteur du jeu. Je la trouve vachement classe quoi la pochette. Elle est terrible. Donc du coup, voilà pour l'intro. G.I. Joe peut se jouer de 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 60 minutes. Le but du jeu est de réussir la Story Mission, qui est un objectif majeur et le grand final d'une série de missions annexes formant une sorte de scénario. Le jeu utilise la mécanique de deck building popularisée par Ascension et Dominion donc. C'est-à-dire un deck building avec rivière de cartes pour les achats, offrant donc une part d'opportunisme importante. Les joueurs jouent à tour de rôle pour tenter de déjouer les plans machiavéliques de l'organisation criminelle Cobra. Chaque joueur incarne un des fameux G.I. Joe, donc il y a Scarlet, Duke, Roadblock, donc ça parlera aux fans, appelé leader dans le jeu. Ce personnage pourra même évoluer en payant le coup et devenir plus fort. Les scénarios sont volontairement clichés, parfois même grotesques, avec des plans machiavéliques, tous plus gros les uns que les autres. A l'instar de la licence James Bond et de la série animée G.I. Joe, visible sur YouTube. D'ailleurs, j'ai même fait l'effort de regarder quelques épisodes. Le jeu retranscrit vraiment bien l'univers. Les scénarios du jeu sont d'ailleurs issus de la série animée. Donc mais regardez ça aujourd'hui, c'est vraiment ringard quoi.
faut s'accrocher, mais bon, c'était à l'époque, c'était bien. C'était les standards. On peut parfaitement jouer en solo avec un seul personnage. Dans ce cas, les règles diffèrent un peu sur le déroulement des tours et manches. Mais le jeu trouve vraiment sa richesse dans le jeu multijoueur et donc coopératif. On peut aussi jouer en solo et manipuler plusieurs personnages. Donc chacun ayant son propre deck. Moi maintenant c'est ce que je fais. À l'instar de jeux comme Spirit Island, Ion Sand, le fait de contrôler plusieurs personnages permet de créer des synergies, des combos, de l'entraide. Et en fait la richesse du jeu en général elle vient de là. Donc je préfère ces formats-là désormais. D'autant plus que G.I. Joe Deck Building incite fortement à la coopération, en permettant aux joueurs de se rejoindre pour accomplir des groupes missions. Donc c'est des missions de groupe, hein, comme son nom l'indique. Cela peut consister avec un gros vilain, arrêter ou démasquer un traître au sein de notre base, désamorcer une bombe, etc. Avant chaque mission, le joueur actif devra sélectionner un Joe de sa main, un véhicule, demander de l'aide aux autres joueurs. Les joueurs pourront ensuite utiliser des cartes équipement ou des compétences spéciales appelées Utility. Pour réussir les missions, les joueurs devront obtenir un certain montant de succès, disponible sur des phases de dés. Donc c'est une des particularités de ce jeu, c'est la combinaison deck building et lancer de dés. Donc cela crée un suspense lors de la résolution des missions, car on ne sait jamais si on réussit ou pas, malgré le nombre de Joe et d'équipements utilisés. En effet, on peut partir avec la meilleure équipe du monde, on peut complètement se foirer avec les lancers de dés. Donc ça crée d'une part de la frustration parfois, mais aussi de la satisfaction quand des fois on part un peu à la one again sur une mission et on réussit contre toute attente, quoi, avec un super lancer. Donc c'est à double tranchant et moi j'aime bien. Je suis pas super fan de jeux de dés, mais bon, sur certains jeux ça marche très bien, hein, Dawn of the Z, celui-là, etc. Donc chaque dé détient un certain nombre de succès sur ses faces, plus on a de dés durant une mission, plus on a de chances de réussir la mission, mais on n'est jamais sûr à 100%. Pour obtenir des dés, il faudra envoyer des duos avec les compétences adéquates à la mission, utiliser des équipements et les véhicules adaptés. Pareil, les véhicules, ils sont en 3 catégories, terrestres, maritimes ou aériens. Les missions échouées resteront en jeu et pourront être tentées et retentées plus tard. Les story missions, en revanche, causent un effet négatif aux joueurs si elles sont échouées. Mais le scénario avance quand même, bon, ça c'est pas mal. Et parfois on a même intérêt à tenter une mission un peu casse-gueule pour passer à la suivante. Certaines story missions, ou missions si vous préférez, provoquent des effets négatifs tant qu'elles sont actives. Donc il y en a qui, il faut pas les laisser traîner trop longtemps parce qu'elles nous pourrissent un peu. Donc faut vite la tenter, peu importe, hein, qu'on ait nos chances ou pas, il faut la dégager au plus vite. Un truc sympa dans le jeu est le fait de pouvoir voir la prochaine story mission afin de pouvoir s'y préparer efficacement. Il y en a une qui est en jeu en fait à chaque fois et on voit la prochaine. Un peu comme si nos services d'indic travaillaient pour nous. Là dans ce scénario c'est un peu faussé. Ah si, là on en voit deux, voilà. C'est un peu faussé je disais parce qu'il y a le brouillard, l'espèce de brouillard de guerre, la neige qui bloque. Ça c'est spécifique à ce scénario et c'est d'ailleurs un très bon mécanisme. Donc je vois ça, ouais, quand j'avais marqué comme si nos services de renseignement nous indiquaient la source du prochain danger, hein, comme c'est un peu dans un univers moderne, hyper technologique, voilà, on dit qu'on a des infos à droite à gauche et qu'on peut commencer à travailler là-dessus, à recruter des mecs, par exemple c'est une mission d'infiltration, ben, on va pouvoir recruter des agents spécialisés dans ce domaine. Pour partir en mission, il faudra désigner un leader de la mission en jouant un Joe de sa main, choisir un véhicule dans le hangar. On peut ensuite ajouter des Joe et demander aux autres joueurs de participer, comme je le disais tout à l'heure. On peut utiliser des équipements et des cartes spéciales pour modifier les résultats de dés, ajouter des dés, etc. Un autre aspect intéressant du jeu est la multitude de dangers. En effet, nous avons deux conditions de défaite, donc remplir la jauge de menaces, qui se trouve là tout à droite sur la vidéo, l'espèce de serpent. Être submergé, ou alors être submergé par les Cobra Bataillons. Donc ça, ce sont des cartes de vilains qui recouvrent le marché, réduisant nos options d'achat progressivement. D'autres cartes, les Cobra Troopers, s'immiscent dans notre deck pour perturber nos futurs mains. Nous devons sans cesse surveiller et contrôler le niveau de la jauge de menace qui monte inexorablement. Donc au fur et à mesure, c'est vrai que la jauge va avoir tendance à grimper. Et ça va être de plus en plus dur de rester dans la zone verte, la zone un peu plus sécurisée. Réussir des missions permet parfois de réduire le curseur de menace, mais échouer peut le faire monter rapidement. Certains gros vilains, les officiers Cobra, restent en jeu et ont un effet passif qui perturbe le déroulement des missions. Il faudra donc les vaincre au plus vite. Et eux aussi ils demandent des compétences spécifiques à chaque fois, donc c'est pas toujours évident. À un moment donné, on se sent vraiment submergé par le danger entre la story mission qu'il faut tenter, la jauge de menace qui augmente chaque tour, les bataillons qui remplissent le marché, les troopers dans le deck et les officiers en jeu. C'est hyper oppressant, mais c'est génial parce que là, c'est vraiment, on se croit vraiment en pleine guerre. Il y a partout, on sait plus qui attaquer. Moi, je trouve ça trop bien. J'adore le principe d'achat de cartes dans le jeu. Au lieu d'aller dans notre défausse, comme dans la plupart des deck building, les cartes achetées vont sur le dessus de nos decks. Donc c'est pas le seul jeu qui le fait, hein. Mage Knight aussi proposait cette option.
Et ça nous permet de planifier nos prochains tours efficacement, en prévision d'une future mission par exemple, ou pour préparer un gros achat. On peut s'acheter une carte qui génère beaucoup de revenus et se dire voilà, au prochain tour j'aurai tant de revenus, je pourrais acheter ça, etc. Donc ça c'est cool. Ça renforce aussi le dynamisme du jeu, puisqu'on va pas attendre de repiocher nos cartes. À 1 ou 2 joueurs, on peut aussi réserver une carte pour son prochain tour et ajouter une carte supplémentaire à sa prochaine main. Donc ça c'est la tuile réserve qui nous permet de le faire. À 3 personnages, 3 joueurs, ça, ou 4, c'est pas disponible par contre. Les cartes de base peuvent être facilement éliminées du jeu après une mission réussie. Donc les officiers, les GI de base quoi. Nous ne sommes donc pas obligés d'obtenir une carte du marché pour épurer notre deck, et cela renforce encore le dynamisme et la montée en puissance rapide des parties. J'aime beaucoup la direction artistique du jeu, avec les dessins façon comics. Le jeu propose une iconographie simple et claire, mais le seul souci c'est que les icônes sont mal, voire pas du tout expliquées dans le livret de règles, qui est catastrophique d'ailleurs en passant, et c'est un gros point noir du jeu, hein, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui restent pas ou mal expliqués, malgré une FAQ. Renegade devait réécrire les règles au propre. Ils l'ont pas fait malheureusement, donc c'est un peu dommage parce que ça dessert complètement le jeu. Bon, une fois passé ce point là, on a quand même un super jeu, attention. En termes de matériel, nous avons évidemment beaucoup de cartes réparties en plusieurs decks. Donc on a le marché, enfin le carte du marché principal, où dedans on a des véhicules, on a des équipements, des duos et des cartes spéciales utility. On a des cartes leaders, on a les cartes de base, les complications, les cartes missions au format tarot et les officiers Cobra. On a 8 dés gravés, la barre de menace sur la forme d'un Cobra représente le niveau de menace actuel. En termes de renouvellement, nous allons pouvoir jouer et rejouer plusieurs fois chaque scénario quand on n'utilise jamais toutes les cartes missions à chaque partie. Voilà, donc si on prend la mission 1, on va sélectionner, je crois c'est 9 cartes, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je crois que ouais, là j'ai un trou de mémoire, mais je crois que c'est 9. Sur un panel, je crois qu'il y en a 16 en tout, ou 18 je crois. Donc en fait, on jouera jamais 2 fois la même partie, même si on prend toujours le même scénario, ça c'est cool. On peut changer de leader, on peut varier le nombre de joueurs, même en solo. On peut jouer solo avec 2 persos, solo avec 1, et ça change la dynamique du jeu en fait, c'est ça qui est bien. Le marché sera forcément différent, l'ordre des cartes missions et les complications viendront mouvementer la partie. Voilà, il n'y a pas toujours les mêmes officiers, les mêmes problèmes qui arrivent au même moment. Les extensions seront par contre rapidement viables pour varier quand même des missions, apporter de nouvelles mécaniques, enrichir les différents panels de cartes. Donc voilà, même si on peut quand même rejouer plusieurs fois au premier scénario, c'est vrai qu'on va vite avoir envie d'alimenter le jeu, hein. C'est comme tous les deck building. Hein. Chaque deck building s'enrichit d'extensions, c'est là où après les possibilités se démultiplient. Hop. Donc il en existe une palanquée d'ailleurs d'extensions. Les 2 premières, Shadow of the Serpent et Cold Snap. Donc là en vidéo, là vous avez Cold Snap d'ailleurs. Elles ajoutent chacune de nouvelles mécaniques et de nouvelles cartes. Elles reprennent des scénarios connus des aficionados. L'extension New Alliance propose un crossover avec les robots géants Transformers, qui sont aussi chez Hasbro, donc ça c'est pas mal. Et ce crossover en fait il existe depuis longtemps sous forme de comics, même je crois dans les séries animées. Je crois que même ils veulent faire le film là, ils en parlaient de ça, de faire le film, le crossover G.I. Joe. Les films G.I. Joe sont très mauvais, hein. Il y en a eu 2 je crois, mais ils voulaient faire le crossover avec Transformers, pour ce que ça vaut. Voilà, en tout cas ça a le mérite d'exister. Raise the Flag est une grosse boîte d'extension qui propose un scénario sous forme de campagne avec plusieurs missions suivies et embranchements. C'est une excellente extension. Ça je l'ai pas filmé moi, mais parce que c'est un peu plus copieux, un peu plus costaud. Il y a beaucoup d'heures de jeu là-dessus, mais c'est super quoi. Je l'ai fait 2 fois moi cette campagne et c'était trop bien. Silent Interlude propose 2 missions assez uniques. La première ne peut se jouer qu'en solo, donc là on prend vraiment un seul personnage, on n'a pas le choix. On y incarne Snake Eyes tentant d'infiltrer une base secrète de Cobra afin de délivrer Scarlet. Donc Snake Eyes c'est un des G.I. Joe les plus connus. La deuxième mission de cette boîte propose une mission multijoueur seulement, avec l'ajout d'un mode traître. Donc à l'instar de Legendary Alien, nous allons devoir semi-coopérer avec les autres joueurs le temps de démasquer le traître qui se cache peut-être parmi nous. Donc ça c'est assez cool. Le traître pourra saboter les missions et nous déconcentrer. Moi voilà, ça m'intéressait fortement. Et comme j'ai pas le public autour de moi pour ce jeu, j'avais trouvé une variante pour pouvoir jouer en solo avec plusieurs personnages et le mode traître, avec un système de cartes à retourner, face cachée. Et c'était vachement cool quoi. Ensuite, en extension, on a The Crimson Veil, sorti récemment, qui reprend certains principes de Raise the Flag, sans forcément beaucoup de nouveautés. Donc c'est sympa, c'est du plus, mais là, il n'y a pas... Si on a les autres boîtes, voilà, il n'y aura rien d'extraordinaire.
En autre jeu, avec la même thématique, vous avez le très bon Venomasso, sorti en 2016. D'ailleurs, je pense que G.I. Joe s'est largement inspiré de Venomasso en proposant cette hybridation deck building et lancer de dés pour la résolution des missions. Parce qu'on avait la même chose dans Venomasso, et on a aussi dans Venomasso la même thématique de G.I. Joe, mais sans la licence par contre. Donc ils ont contourné un peu le truc, on reconnaît clairement les personnages et l'univers, mais ils n'ont pas la licence officielle. Chez le même éditeur, nous avons aussi G.I. Joe Mission Critical, avec un système de gestion de crise un peu à la pandémie, avec des dangers qui vont apparaître sur une map avec plusieurs zones, on va devoir se déplacer, tout ça. On a aussi G.I. Joe Battle for the Arctic, qui reprend la mécanique du wargame Axis Analyse. Donc là, après sur G.I. Joe, il en existe des palanquets de jeux. Là, j'ai repris que vraiment ceux du même éditeur finalement, et qui sont assez récents. Donc en résumé, nous avons affaire à un super jeu de deck building coopératif, dynamique et fun, tendu grâce au lancer de dés et la multitude de dangers, proposant un excellent renouvellement des parties. Comme tout deck building, il demande à être enrichi d'extensions pour pouvoir varier des parties. Donc voilà, ça c'est sûr, hein. Si on veut plus de missions, de leaders, de marché, de mécanique, de machin, ben ouais, il va falloir prendre des extensions. Je trouve qu'il supplante aisément la gamme Legendary et la plupart des deck building coopératifs. Donc là j'ai listé, il y a Harry Potter, Hogwarts, Hero Realms, Starry, machin. Franchement, G.I. Joe est un cran dessus. Clairement. Donc voilà pour G.I. Joe Deck Building, un jeu dont je fais un peu l'apologie depuis des années maintenant. On va passer à Baseball Highlight. Alors pour terminer la trilogie, on va passer sur Baseball Highlight. Par contre, juste petite parenthèse, j'ai pas montré la pochette de Hit, et pareil, je l'adore moi aussi. J'aime vraiment beaucoup cette pochette avec les bagnoles là qui arrivent à fond. Sensation de vitesse autour, le titre en gros en rouge, Pedal to the Metal, que nous on peut traduire par pied au plancher finalement. Et voilà quoi, tout est dit. Donc voilà, comme j'ai montré celle de G.I. Joe, c'est vrai que je me suis dit autant montrer celle de Hit, même si c'est après coup. Et là sur Baseball Highlight, ben voilà, ça c'est la pochette initiale, que je trouve vachement classe avec le batteur robotique, il est vachement stylé. Et nous sur la boîte Base Loaded, on a cette boîte à fond bleu. Alors c'est con parce que moi j'ai cette boîte maintenant qui a toutes les extensions, tout ça, mais je préférais ce visuel là. Donc je suis un peu deg, j'ai perdu sur le visuel de boîte. Voilà, hop, ça c'était la petite parenthèse. On remet ça. Voilà, comme ça là vous avez le jeu en visuel, en direct, live. Voilà, on peut même mettre en grand. Voilà. Alors, Baseball Highlight 2045. Donc, on va parler ici donc, de la boîte, comme je disais, la dernière boîte fraîchement arrivée depuis la plateforme GameFound, intitulée Base Loaded. Cette boîte sortie en 2025 comprend toutes les extensions sorties à ce jour, plus des cartes promo et 12 équipes de base, contre 4 pour la boîte standard. C'est une version, on va dire, méga deluxe de la mort. La version all-in. Baseball Highlight 2045 est un jeu de deck building, encore, sorti initialement en 2015. C'est un jeu créé par Mike Fitzgerald, illustré par William Bricker et édité par Eagle Gryphon Game. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 45 minutes environ. Voilà, là il marque 1 à 4 joueurs, mais en fait on joue jamais à 3 ou 4 en même temps. C'est faux, c'est des matchs de 1 contre 1. Et si on joue à 3 ou 4, ben, il va falloir. Il y a des joueurs. Soit si on est à 4, ils vont deux paires de 2 joueurs vont s'affronter simultanément. Et par contre si on joue à 3, je sais pas comment ça se passe. Je sais plus. Mais ouais, en fait c'est un jeu pour 1 contre 1. C'est un jeu de duel de 1 contre 1. Clairement. Dans ce jeu de deck building, nous jouons le rôle d'entraîneur d'une équipe de baseball futuriste. Chaque partie va se jouer en 1 contre 1 et simulera les moments marquants, les highlights d'un match de baseball. Dans ce monde-là, le baseball démodé a dû se renouveler afin de regagner en popularité. Pour ce faire, des cyborgs et des robots ont été mélangés dans les équipes humaines afin de redynamiser le sport. Chaque faction a ses points forts et les joueurs devront composer et améliorer leur équipe progressivement au fil des manches. En plus des cartes, chaque joueur devra se munir d'un plateau personnel où il pourra suivre les mouvements de ses joueurs, les batteurs ou les runners. C'est une particularité de Baseball Highlight 2045. Ce petit plateau où l'on exécute les mouvements de nos joueurs, symbolisés par de simples pions en bois, colorés, comme on peut voir là. Les pions se déplacent sur les cases appelées bases et doivent faire un tour complet du plateau pour générer un point, une run. Chaque manche se joue en 6 tours, où les joueurs vont jouer une carte par tour. À la fin d'une manche, on regarde celui qui a scoré le plus de runs et il remporte la game, donc la manche. Le gagnant sera celui qui remportera 4 games en premier. Pendant son tour, le joueur devra jouer une carte de sa main ou de son deck via une capacité spéciale. Une fois en jeu, on exécute la capacité du joueur s'il en a une.
Donc il y a des capacités offensives, des défensives, etc. Ensuite, le joueur adverse exécute les mouvements inscrits sur sa carte. Puis le premier joueur génère des pions. Donc le rythme du jeu est clairement atypique. On ne fait pas tous les effets de sa carte directement à la pause, comme dans la plupart des jeux. C'est assez déroutant au départ. Et moi, ça me rappelle un peu Mutant, le deck building que j'adore aussi, avec l'effet d'entrée et de sortie des cartes. Voilà, il y a une petite gymnastique là-dessus à voir, un petit rythme particulier. Donc les joueurs, comme je le disais, peuvent avoir des capacités offensives, défensives, générer plus ou moins de pions sur le terrain. Les capacités sont nombreuses et variées, même dans le jeu de base. C'est assez cool de créer des synergies au sein de son équipe. Après une game, les joueurs pourront d'ailleurs acheter de nouveaux joueurs plus forts que nos cartes de base. Une équipe doit toujours contenir 15 joueurs. Une nouvelle recrue chassera donc un ancien joueur. Les cartes de joueurs utilisées durant la manche génèrent un total de revenus. On exécute ses achats, on vire les cartes excédentaires de son deck et on repart sur une nouvelle manche. Le rythme est assez soutenu, il n'y a pas de temps mort. Le jeu est assez nerveux et c'est une version survitaminée du baseball. C'est vrai que le baseball, je crois que j'avais lu, ça pouvait être des matchs très très longs, avec beaucoup de règles, beaucoup d'arrêts de jeu, tout ça. Là c'est speed, hein. Ils sont vraiment allés à l'essentiel. Pareil, là c'est un peu arcade, c'est vraiment pas un jeu de simulation. Les illustrations des cartes sont un peu austères. Cela peut faire penser aux vieilles collections de cartes de baseball. Il y a un espèce de style rétro-futuriste. Les pions en bois coloré, je trouve qu'ils font très bien le boulot, hein. J'ai vu qu'il existait aussi des figurines pour chaque couleur et position de jeu. Donc on a les batteurs et les runners déclinés sous les 3 couleurs, bleu, blanc, rouge. Mais là pour moi c'est complètement inutile. Et moi je préfère au contraire cette sobriété de matériel. J'aime bien ces petits pions en bois là, ça me rappelle des vieux jeux et tout. Donc moi je trouve ça bien et ça fait largement le job en fait. Et d'ailleurs on sait, juste en voyant ces petits bonhommes, on sait parfaitement combien de points on va gagner si notre coup passe. Chaque couleur représentant un joueur de vitesse variable. Donc les slow en blanc pour les lents, average les moyens en bleu et les fast, les rapides en rouge. En termes d'ergonomie, tout est nickel. Les plateaux joueurs représentent bien l'aire de jeu avec ses 4 emplacements de pions, les 2 pistes de score et les emplacements pour le deck et la défausse. Le plus difficile en fait, ça va être l'apprentissage des différents mots-clés et le rythme atypique des effets de cartes. Voilà, faut vraiment choper la dynamique quoi, du jeu. Le jeu n'a pas une énorme profondeur, mais il est très tactique et opportuniste. Réussir à bloquer un gros coup adverse ou à scorer un gros home run savamment préparé, c'est assez jouissif. Hein. Moi, j'ai des super sensations en jouant à ce jeu-là. Malgré que je connais rien au baseball ni rien. Comme pour Hit, en fait, j'ai aucun attrait pour les courses automobiles, je m'en fiche royal. Mais dans le jeu, ça marche quoi. Quand je joue à Hit, je me sens vraiment au volant d'une voiture. Et j'ai envie de rouler vite et tout. Et même maintenant, quand je conduis en dehors, ben, je me crois limite dans le jeu. J'ai envie d'accélérer, et bombarder, mais j'ai pas le droit. Il y a des limitations, malheureusement. Et là, dans baseball, bah, pareil, quand je fais un home run, ouais, je suis trop content, quoi. Je vois mes mecs, je m'imagine les mecs en train de courir autour du stade, les mains levées et tout. C'est la folie, quoi. Et je vois le score s'envoler, quoi, surtout. Du coup, en matière de renouvellement, on a ici une dizaine de petites extensions qui ajoutent chacune des cartes joueurs. Donc en général, c'est 10 ou 15 cartes, ça dépend des extensions. Des mots-clés d'attitude nouvelles. Une extension ajoute, il y a une des extensions qui ajoute des cartes de coach avec des effets passifs ou des effets uniques activables une fois durant le match pour obtenir un bonus. Il y a aussi l'extension Ballparks qui permet de jouer sur plusieurs terrains avec des effets différents à chaque fois. Cependant, ces deux extensions ne sont pas compatibles en solo, donc c'est un peu dommage. Moi, du coup, je les ai délaissées. Celui-là, ouais, j'y joue beaucoup plus en solo, pareil, parce que j'ai pas de joueur anglophone et assez calé pour pouvoir jouer à ça. Donc c'est un peu dommage. Mais le solo est très bien aussi. On a aussi une multitude d'équipes de départ dans la boîte base loaded en tout cas. On en a 12. Hein. Même si la variance entre les équipes n'est pas énorme, il y a beaucoup de joueurs basiques qui sont identiques. Je crois que c'est. Je sais pas si je dis pas une bêtise. Je crois que c'est que les vétérans qui changent. Donc il y a 5 cartes vétérans dans un deck de base. 10 cartes. C'est pas novice, comment ils appellent ça? Rookie. Et je crois que c'est que les vétérans qui changent, avec des capacités différentes. Le paquet des free agents, donc les joueurs achetables, devient énorme avec l'ajout de toutes ces extensions. Et l'auteur propose même d'élargir le marché de cartes à 10 au lieu de 6 si on utilise un certain nombre d'extensions. Parce que sinon on va perdre des synergies, tout ça, on risque de passer à côté. Pour les férus de jeux solo, vous avez l'excellent mode championnat fan-made proposé sur BGG par Orlo Pesdeza. D'ailleurs là vous l'avez en vidéo, et vous avez le lien dans cette vidéo là. Donc ce mode donne un vrai suivi de son équipe sur plusieurs matchs consécutifs avec des affrontements dantesques contre des super équipes. Donc un peu à l'instar de Hit, on va pouvoir enchaîner là plusieurs matchs, progresser vraiment petit à petit, incorporer des joueurs dans son deck, et vraiment sur plusieurs matchs quoi, par rapport à une session de jeu classique où finalement c'est un seul gros match. Donc c'est quand même sympa ce mode championnat.
Donc le jeu Solo Sam ne permet que de simuler de simples matchs. Je trouve donc que ce mode championnat est un gros plus pour les amateurs de baseball highlight. Après, je sais pas si en multi, il n'est pas désigné pour le multi, donc je pourrais pas en parler. En jeu similaire, vous avez Baseball Highlight The Dice Game, jeu de dés, sorti en 2021. On dirait une sorte de roll and write. J'ai pas testé celui-là. Il est moins bien noté que celui-là. Je crois que c'est Baseball Highlight, le jeu phare de son auteur. Je pense que c'est celui-là. Vous avez aussi Basketball Highlight, sorti en 2023, et Football Highlight, sur le foot américain, sorti en 2019. Donc on voit bien que l'auteur, il a une certaine appétence pour tous ces jeux de sport là, sport à l'américaine. Pour 1 à 2 joueurs, par contre, à chaque fois, il garde cette configuration-là. Avec un thème similaire, vous avez le jeu, c'est 7 Inning Stretch, sorti en 2025. C'est un jeu pour 1 à 2 joueurs de Justin Schroeder, dans la gamme solo Game of the Mouse. Et pareil, j'ai pas joué, mais je suis curieux. Mais maintenant que je connais un petit peu le baseball, voilà quoi. Pourquoi pas. Et il y a aussi un jeu de gestion d'équipe de baseball qui est plus axé sur la gestion. Et là, malheureusement, j'ai plus le nom. Donc si je le retrouve d'ici là, je le mettrai en commentaire, en description. Et c'est Martin de la zone jeu de société qui en avait parlé. Parce que là-bas, au Canada, je crois que le baseball, c'est quand même plus... vu qu'ils sont plus proches des États-Unis, c'est un peu plus à la côte. C'est un peu plus côté. Et ouais, c'était plus axé gestion d'équipe. Par contre, il n'y avait pas forcément les matchs. C'était pas aussi développé que Baseball Highlight. Baseball Highlight, c'est vraiment les matchs le plus important. Et la gestion d'équipe, c'est juste notre phase d'achat finalement. Et voilà, donc on a fait le tour de nos 3 jeux du mois, donc avec Hit, G.I. Joe et Baseball Highlight. Pour le mois prochain, je pourrais faire du teasing, je sais pas. Je sais pas trop. Je vais voir si déjà ce format plaît. La première vidéo, elle avait marché moyennement. Je verrai avec celle-là si ça plaît ou pas. Peut-être que j'en ferai une dernière, je sais pas. Après, j'ai plusieurs pistes. Soit je pars sur les jeux multijoueurs que j'ai beaucoup joué sur BGA ces temps-ci. Et c'est notamment des classiques. On a Cartographeur, on a Azul, on a Patchwork. J'ai rejoué à My City aussi beaucoup. Et j'adore. J'ai Val of Eternity. Mais je crois que j'en avais parlé dans la première de celui-là. Ou alors je parle des jeux solo. Les jeux solo, j'ai Assassin Tactics là que j'ai rejoué, ou j'ai Iron Sand dans on va dire la gamme au complet. Donc je sais pas. Vous me dites en commentaire, au pire, voilà. L'option qui aura le plus de commentaires sera ce sera la prochaine vidéo du coup. On partira là-dessus. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.